Chers étudiants, bonjour. Ce cours intitulé Le lupus érythématosystémique est un cours destiné aux étudiants de 4e année de médecine en 2e semestre, donc dans le cadre du module d'immunologie immunopathologie. Alors quand on parle de maladies, il y a 3 grands groupes de maladies. Il y a les maladies infectieuses, il y a les maladies néoplasiques et puis il y a les maladies auto-immunes, dysimmunitaires, inflammatoires qu'on va pouvoir séparer en 2 groupes. Le groupe des maladies auto-immunes spécifiques d'organes, on parle par exemple de thyroïdite auto-immune, de gastrite auto-immune, d'hépatite auto-immune. Et puis il y a les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, dont le chef de file est le lupus érythémateux systémique. Alors voici le plan. Et sans plus tarder, si on veut définir le lupus érythématosystémique ou la maladie lupique, eh bien c'est une maladie qui se définit par comme étant une maladie auto-immune inflammatoire. Donc il y a la composante inflammation, il y a la composante auto-immunité, il y a la composante systémique, donc il y a une atteinte de plusieurs organes à la fois. Et puis, la grande caractéristique de cette maladie, c'est la présence ou la production d'auto-anticorps essentiellement dirigés contre le noyau cellulaire. Comme l'ensemble des maladies auto-immunes, la cause, elle reste inconnue, mais c'est une maladie qui pose un gros problème pronostic vu qu'on peut avoir plusieurs complications et les principales complications sont les complications d'ordre atteinte rénale, d'ordre atteinte neurologique, mais aussi les infections. Il ne faut pas oublier que les maladies auto-immunes sont une cause majeure d'immunodépression. Alors un mot sur l'historique pour dire que la première ou les premières descriptions des manifestations cutanées remontent au début du 19e siècle. En 1948, il y avait la découverte des fameuses cellules LE par un certain Hargraves. C'est des cellules qui sont remaniées suite à l'action des anticorps antinoyaux. Et puis en 1957, il y a la découverte du principal auto-anticorps qui entre dans le cadre de ces anticorps antinoyaux, à savoir les anticorps anti-DNA natifs. On sait que la maladie lupique ou lupus érythématosystémique est une maladie caractérisée par une très forte prédominance féminine. On a un sexe ratio de l'ordre de entre 8 sur 1 et 10 sur 1. C'est une maladie qui touche essentiellement l'adulte jeune avec un âge moyen de 30 ans. Et on sait aussi que certes, c'est une maladie qui est ubiquitaire sur le plan géographique, sur le plan ethnique, mais on sait aussi que c'est une maladie qui touche essentiellement les Noirs américains et les originaires d'Extrême-Orient, pour lesquels ou chez lesquels la maladie elle est volontiers plus sévère. Alors quand on essaie de comprendre la physiopathologie ou l'éthiopathogynie de la maladie lupique, bien tout simplement on va imaginer le schéma suivant. Il y a un certain nombre de facteurs environnementaux associés à une prédisposition génétique et l'ensemble ou cette combinaison facteurs environnementaux, facteurs génétiques, elle va entraîner une exaltation de l'immunité dans le sens de la rupture de ce qu'on appelle la tolérance au soi, et il y aura une réactivité anormale immunitaire contre les propres constituants de l'organisme, et c'est pour ça qu'on parle justement de maladies auto-immunes. Alors quels sont ces principaux facteurs environnementaux? Il y a d'abord le rôle hormonal. On sait très bien que la maladie, elle s'aggrave lorsqu'on prend des contraceptifs, notamment oestrogéniques. On sait aussi que c'est une maladie qui est prédominante chez la femme par rapport à l'homme. On sait que c'est une maladie qui se complique quand il y a une grossesse ou au cours du postpartum. Et on sait aussi que le sexe ratio qui reflète la prédominance féminine, eh bien c'est un sexe ratio qui est beaucoup moins important lorsqu'il s'agit d'un malade ou d'une malade avant la puberté ou après la ménopause. Alors ça, c'est tous les éléments qui nous permettent d'évoquer, n'est-ce pas, le rôle hormonal, environnemental hormonal. Alors à côté de ça, il y a le rôle de l'environnement, notamment les rayons solaires, et on sait que si on veut bien traiter un malade qui a une maladie lupique ou un lupus érythématosystémique, la première chose à faire, c'est d'éviter
l'exposition au soleil. On sait aussi que la seule exposition au soleil peut entraîner à elle seule une aggravation de la maladie. Il y a aussi le rôle de certains médicaments et la meilleure illustration, c'est la présence de cas de lupus induit. On sait très bien que le lupus peut constituer un véritable effet secondaire de certains médicaments, c'est-à-dire qu'il va s'installer suite à l'administration du médicament en question et il va s'arrêter, donc ce lupus, il va s'arrêter à l'arrêt justement de la médication en question. Alors si on résume, c'est ça, facteurs environnementaux, rayons ultraviolets, facteurs hormonaux, sur un terrain génétique prédisposé, eh bien ça va donner des phénomènes d'hypersensibilité et l'ensemble va entraîner des manifestations cutanées et systémiques. Alors qu'en est-il du diagnostic? En pratique, il s'agira d'évoquer le diagnostic, puis confirmer le caractère inflammatoire, confirmer le caractère auto-immun, et puis obéir à un certain nombre de critères de classification, retenir le diagnostic et par la suite, ça sera la prise en charge thérapeutique de la maladie. On sait que la maladie lupique est une maladie qui est une maladie de système, une maladie inflammatoire systémique et donc c'est ce qui explique pourquoi les malades ont des signes généraux dans un bon nombre de cas, 50 à 80% des cas, comme le montre cette diapositive. Il y a d'autres signes généraux qui peuvent exister, la fatigue, la perte de poids, l'anorexie. Le message clé ici, c'est quand on a un malade qui a une maladie lupique et qui a des signes généraux, il ne faut pas hésiter à tout faire pour écarter une infection. On ne retient pas la poussée de la maladie d'abord, on retient toujours, ou on essaie toujours de rechercher, d'éliminer la présence d'une infection avant de retenir l'activité de la maladie et de retenir la seule présence d'une poussée de la maladie lupique. Alors, première manifestation emblématique de la maladie lupique, ce sont les manifestations cutanéo-muqueuses observées chez 3 patientes sur 4. Il y a des manifestations qui sont d'ordre spécifique au lupus, il y a des manifestations d'ordre plutôt vascularite. Et pour essayer de spécifier les principales atteintes, on va dire que on a les 4 premières principales atteintes que sont le lupus aigu, ce n'est autre que le fameux érythème malaire ou le rash malaire qui d'ailleurs auquel on doit justement cette appellation de lupus parce que ça donne tout simplement un aspect en masque de loup. On va voir à quoi ça ressemble. Il y a le lupus discoïde avec des plaques qui vont s'étendre en surface et quand elles atteignent le cuir chevelu, ça peut donner une alopécie qui est définitive, souvent une source de préjudice esthétique et psychologique majeur chez les patients et les patientes. La photosensibilité, donc une hypersensibilité au rayonnement solaire. Et puis il y a les ulcérations orales, les ulcérations ORL et les ulcérations anogénitales. Et bien sûr, il y a l'alopécie qui est un signe assez caractéristique, assez évocateur de la maladie lupique. Je passe rapidement sur les autres manifestations. Là, il y a des images qui nous montrent à droite le lupus discoïde. Vous voyez, quand ça atteint le cuir chevelu, ça donne des alopécies qui sont malheureusement définitives. C'est pour ça qu'il faut y agir très très rapidement. Et puis il y a l'érythème malaire. Vous voyez bien cette topographie au niveau des pommettes avec ces plaques érythématomes papulosquameuses qui vont épouser justement les pommettes et la partie nasale et ça donne cet aspect justement en masque. On appelle ça aussi le masque lupique. Alors comme j'ai dit, il y a les manifestations directement liées au lupus, il y a les manifestations qui sont liées à l'atteinte vasculaire, que ce soit de la vascularite ou que ce soit les anticorps antiphospholipides sur lesquels on va revenir tout à l'heure et on va pas s'étaler sur la liste. La liste est très longue, mais on sait très très bien que quand on a une vascularite, eh bien on va avoir du purpura, on va avoir de télangiectasie, donc des dilatations des vaisseaux terminaux, un livet-d'eau. Donc là aussi, on va voir dans un chapitre prochain de quoi il s'agit, l'urticaire, la gangrène distale, donc l'ischémie des extrémités distales et puis les hémorragies sous-inguéales. Alors voici la vascularite et si vous avez remarqué la topographie, elle est assez parlante au niveau des paumes des mains. Quand on a des lésions au cours d'un lupus avec cette topographie au niveau de la paume des mains, eh bien c'est très très évocateur, non pas d'une manifestation directement liée au lupus, mais plutôt liée à la vascularite lupique, donc la manifestation vasculaire lupique et pas lupique de manière spécifique.
Après les manifestations cutanées, il y a les manifestations de l'appareil locomoteur, plus fréquentes d'ailleurs que les manifestations cutanées. Et on parle plus de manifestations, vaut mieux parler de manifestations d'atteinte d'appareil locomoteur plutôt que d'atteinte articulaire, puisque tout l'appareil locomoteur peut être touché. Il y a les articulations, il y a les os, il y a les muscles, il y a les tendons synoviales. Et donc, vous voyez bien que la panoplie, elle est très large. On peut avoir toutes sortes d'atteintes possibles et imaginables. Et ça illustre encore une fois le caractère vraiment ubiquitaire et le caractère systémique de la maladie lupique. Une des manifestations assez caractéristiques de la maladie lupique, pas très fréquente, mais qui pose un problème du diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde, ce n'est autre que la main de Jacou. Ça vous rappelle le fameux coup de vent cubital de la polyarthrite rhumatoïde. C'est un aspect qui n'est pas l'apanage de la polyarthrite rhumatoïde, c'est un aspect qu'on peut retrouver aussi dans la maladie lupique. L'atteinte spécifique du lupus la plus, je dirais, pronostique et la première source spécifique de mortalité dans la maladie lupique, c'est le rein. Observé, donc cette atteinte est observée dans 1 cas sur 2 et dominée par les atteintes glomérulaires, bien sûr. Quand on a un malade qui a un problème d'insuffisance rénale, un problème de protéinurie ou un autre problème au niveau du sédiment urinaire, directement penser à la glomérulopathie lupique et ne pas hésiter, bien sûr, après avoir écarté les contre-indications, la biopsie rénale, cette biopsie qui va nous dire que c'est une atteinte liée au lupus et qui va nous permettre aussi de classer la maladie lupique en 6 classes. Et on va voir que la classification de l'atteinte rénale de lupus, elle est très très importante parce qu'elle va conditionner le traitement qu'on va utiliser chez les patients. Alors le néphrolupus, donc l'atteinte rénale du lupus, il y a aussi le neurolupus, la deuxième manifestation grave de la maladie lupique. On sait que c'est la 3e cause de mortalité dans la maladie lupique après les infections et la néphropathie. Là aussi, même raisonnement, quand on a une atteinte neurologique dans une maladie lupique, il ne faut pas hésiter à faire les examens radiologiques qui s'imposent, la ponction lombaire qui s'impose, tout ça dans le but double, d'abord de voir est-ce qu'il y a une infection ou pas, donc c'est un diagnostic différentiel par rapport à la maladie lupique, et puis il y a la confirmation justement de l'atteinte neurologique du lupus et bien sûr le débouché que ça va avoir justement sur la prise en charge thérapeutique. Alors, une autre atteinte, là aussi très fréquente, très classique dans la maladie lupique, c'est les manifestations cardiovasculaires. Et la première manifestation de la maladie lupique au niveau cardiovasculaire, ce n'est autre que la péricardite qui est la plus fréquente, la principale. Heureusement, elle n'est pas elle est très corticosensible et elle ne pose pas un gros problème de gravité si on la traite de manière précoce. On sait que la péricardite, c'est une manifestation qui est très corticosensible, donc il suffit d'un peu de corticoïdes pour assécher le péricarde. Par contre, les autres manifestations sont beaucoup plus fréquentes, sont beaucoup plus graves, pardon. Et il y a la myocardite, il y a l'endocardite, et puis il y a l'atteinte coronaire. On sait très bien que la maladie lupique, c'est une maladie, ou un malade qui a une maladie lupique, c'est un malade à haut risque cardiovasculaire, et donc il y a ce qu'on appelle l'athérosclérose précoce ou l'athérome précoce. C'est un malade qui va faire des complications d'ordre athéromateux cardiovasculaire beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus précocement que la population générale, et puis sans bien sûr oublier les manifestations thrombotiques en rapport avec un éventuel syndrome des anticorps antiphospholipides. La moralité de la chose, c'est que quand on a un malade qui a une maladie lupique, l'échographie cardiaque, un examen cardiovasculaire systématique et complet et bien sûr doit être la règle chez tout patient. Manifestation respiratoire, le corollaire, on va dire, de la péricardite, c'est la pleurésie avec les mêmes caractéristiques, qui est observée un petit peu dans 30-40% des cas et qui est très corticosensible. Et puis il y a les localisations parenchymateuses beaucoup plus graves mais beaucoup moins fréquentes, heureusement, la pneumonie lupique, l'hémorragie intra-alvéolaire, la fibrose interstitielle et les paralysies diaphragmatiques qui peuvent exister également au cours d'une myosite lupique, au cours d'une atteinte de l'appareil locomoteur de manière générale.
L'hypertension artérielle pulmonaire, atteinte là aussi très grave dans la maladie lupique, qui justifie la prescription d'immunosuppresseurs. Donc toujours dans le même ordre d'idée, quand on fait l'échographie cardiaque, il ne faut pas oublier que on fait dans le sens du cœur, mais on fait aussi dans le sens de l'hypertension artérielle pulmonaire. 6 patients sur 10 vont faire des manifestations hématologiques et retenez 2 choses, cytopénie auto-immune, donc anémie hémolytique auto-immune avec Coombs positif, neutropénie auto-immune et thrombopénie auto-immune. Et bien entendu, la fameuse lymphopénie. Donc, n'oubliez pas que quand on a une lymphopénie, il y a un certain nombre de causes à évoquer systématiquement. Il y a l'infection à VIH, il y a le lymphome, il y a la tuberculose et les granulomatoses, et il y a le lupus. Donc, jamais oublier que quand on a une lymphopénie, il faut absolument faire le bilan étiologique dans le sens de ces différentes étiologies. Je passe rapidement sur les autres manifestations qui sont beaucoup moins fréquentes et on arrive au diagnostic paraclinique pour revenir à la définition de la maladie lupique qui est une maladie inflammatoire auto-immune. Donc il va falloir affirmer l'inflammation, il va falloir affirmer le caractère auto-immun. Donc signes d'inflammation, c'est tout simplement les manifestations classiques de l'inflammation, la l'AVS accélérée, le profil inflammatoire à l'électrophorèse des protides, l'anémie inflammatoire, l'hypoalbuminémie, bien entendu, et une caractéristique assez spécifique du lupus, c'est le fait qu'il y a une dissociation entre la VS et la CRP quand on a une poussée lupique, c'est-à-dire que la VS va être élevée et la CRP va être plus ou moins ou plutôt conservée. Signe d'auto-immunité, on sait aussi que la principale manifestation d'auto-immunité dans une maladie lupique, c'est la mise en évidence des anticorps anti-noyaux. Donc vous avez la recherche tout d'abord d'anticorps anti-noyaux. Donc comment ça se passe de manière pratique? On fait la recherche des anticorps anti-noyaux par la méthode de référence qui est l'immunofluorescence indirecte. Et notre collègue biologiste, il va nous répondre positif, négatif. Il va nous donner le titre en fonction de l'intensité de cette fluorescence et il va nous donner l'aspect justement de cette fluorescence et c'est sur cet aspect de cette fluorescence on va chercher on va spécifier, on va typer ces anticorps antinucléaires. Je vous donne ça en image. Vous avez sur la colonne, donc toutes ces photos, c'est des photos d'anticorps antinucléaires positifs, mais retenez en haut et à gauche, vous avez la positivité avec une fluorescence homogène, et quand on a une fluorescence homogène, on va chercher d'abord les anti-DNA, on va chercher les anti-histones et on va chercher les anti-nucléosomes. Et puis quand on a les aspects, un aspect moucheté, donc sous forme punctiforme en bas et à gauche, on va chercher ce qu'on appelle les antigènes nucléaires solubles. Et en matière de lupus érythématosystémique, il y a essentiellement les anti-SSA, SSB, les anti-SM et les anti-RNP. Ces anti-RNP sont caractéristiques ou évocatrices plutôt d'une forme un peu mixte avec association de lupus à d'autres maladies. On ne peut pas envisager ou imaginer la prise en charge diagnostique d'une maladie lupique sans la recherche d'anticorps antiphospholipides. Donc tout patient qui a une maladie lupique doit faire l'objet d'une recherche d'anticorps antiphospholipides et ces anticorps antiphospholipides sont importants à rechercher pour 2 raisons. Leur présence, elle expose à 2 choses, des manifestations thrombotiques et des complications obstétricales. C'est observé dans 30% des cas du lupus et bien sûr quand on a une manifestation thrombotique associée à des anticorps qui sont positifs ou une manifestation obstétricale associée à des anticorps qui sont positifs, eh bien on va parler à ce moment-là non pas d'anticorps antiphospholipides mais plutôt de syndrome des anticorps antiphospholipides qui va devoir être traité à part entière. Alors là aussi, je passe rapidement sur le facteur rhumatoïde, mais pas sur l'hypocomplémentémie, qui est un des éléments importants quand on est hésitant entre poussée de la maladie et autres complications. Chez des malades qui exacerbent leurs symptômes, le fait d'avoir un complément qui est consommé, ça oriente vers la présence d'une poussée de la maladie. Alors une fois on a vu les manifestations cliniques, on a affirmé l'inflammation, on a affirmé l'auto-immunité, place maintenant aux critères de classification. On a 11 critères de classification, on a besoin de 4 ou plus pour pouvoir classer la maladie
en lupus érythémateux systémique. Vous voyez bien qu'il y a des critères cutanés, enfin, l'essentiel de tout ce qu'on vient de voir au niveau des différentes atteintes, à commencer par la peau, en passant par l'articulation, et puis en regardant un peu tout ce qui est cœur, tout ce qui est rein, tout ce qui est système nerveux et les principales manifestations biologiques. Alors, c'est une maladie qui est très polymorphe, donc il y a plusieurs formes cliniques. Ces formes cliniques, c'est des formes qui diffèrent selon l'âge, selon la sévérité, selon l'association ou non à des anticorps antiphospholipides, selon la présence préalable d'une médication ou non. Et donc, c'est pour ça qu'on va distinguer d'abord le lupus pédiatrique, et on sait très très bien que maintenant, quand on a un lupus qui est pédiatrique, généralement, le tableau clinique il est volontiers plus sévère, donc plus le malade est jeune, plus on a tendance à avoir des manifestations viscérales plus fréquentes et une évolution plus sévère. Le lupus de l'enfant très très jeune doit faire penser aussi à un déficit en complément, ça je n'entre pas trop dans les détails. Il y a les ethnies, comme j'ai dit tout à l'heure, un lupus est beaucoup plus sévère généralement chez les Noirs et les Asiatiques. On sait aussi que le lupus n'aime pas la grossesse et la grossesse n'aime pas le lupus. Quand on a l'association des deux, il y a un risque à la fois maternel et un risque fœtal. Et c'est pour ça que, premier message, on dit à nos patientes lupiques, c'est voilà, on leur conseille d'abord la contraception qu'il faut, et puis en même temps, on leur dit que bien sûr, tomber enceinte, ce n'est pas interdit, mais ça doit être concerté avec le médecin pour que la grossesse se passe bien, et pour la maman et pour le bébé. Le risque fœtal, bien entendu, là aussi, il est très très important. Et là, il y a deux facteurs essentiels, biologiques essentiels. Il y a les anticorps antiphospholipides qui favorisent les avortements, la prématurité, l'hypotrophie et toutes les complications obstétricales que vous pouvez imaginer. Mais il y a aussi les fameux anticorps anti-SSA, SSB qui prédisposent à deux complications majeures, le bloc auriculoventriculaire congénital, lupus cutané néonatal. Donc si on vous pose la question, quels sont les anticorps à chercher lorsqu'on a une dame enceinte lupique, eh bien les principaux anticorps à rechercher, c'est les anticorps anti-SSA, SSB et les anticorps anti-phospholipides, même si ces anticorps étaient négatifs auparavant, il faut les répéter parce qu'il n'est pas exclu qu'ils se positivent par la suite. Lupus induit, donc comme j'ai dit, on peut le considérer comme un véritable effet secondaire à part entière. Donc on prend le médicament, on développe le lupus, on arrête le médicament, le lupus s'arrête. D'ailleurs, c'est un des critères pour retenir le lupus induit. Une caractéristique immunologique, c'est la présence d'anticorps anti-histone. Rappelez-vous, fluorescence homogène, on va chercher anti-ADN, anti-histone, anti-nucléosome, et là les anti-histones sont souvent positifs. Et bien sûr, je ne reviens pas sur le lupus et les antiphospholipides, juste pour dire que les antiphospholipides sont systématiquement recherchés, et lorsqu'ils sont présents avec une manifestation clinique, on parle alors là de syndrome des anticorps antiphospholipides. Le lupus est une maladie grave. Et cette gravité, elle est liée d'abord à l'infection qui constitue une complication très très importante de la maladie. Information clé en matière de maladie lupique, l'infection c'est la première cause de mortalité. L'autre information clé, c'est que pratiquement la première manifestation révélatrice d'une maladie lupique, c'est l'infection. Les malades, quand on n'a pas encore diagnostiqué chez eux le lupus, souvent ils viennent avec le lupus et avec une infection. Donc généralement l'infection est là, et c'est expliqué par le fait justement que c'est des malades qui sont immunodéprimés. Autre complication, comme j'ai dit, c'est la complication vasculaire, thrombotique par les antiphospholipides, athéromateuse par tout ce qu'on a vu, c'est de l'athérome précoce, c'est de l'athérosclérose accélérée. Donc c'est des maladies à part entière à haut risque cardiovasculaire. Et puis les néoplasies, donc tout patient qui a un lupus, patiente qui a un lupus doit faire l'objet d'un screening minutieux, rigoureux de la pathologie néoplasique. Une malade ou un patient qui nous fait une poussée, naturellement on va chercher la cause, c'est-à-dire le facteur déclenchant de cette poussée, et la checklist, elle comporte 5 éléments essentiels systématiquement à rechercher: l'infection, les œstroprogestatifs, l'exposition solaire, la grossesse aussi, et bien sûr l'indiscipline et l'inobservance thérapeutique, notamment l'arrêt intempestif du traitement. Alors je passe rapidement sur la survie de lupus, juste pour dire que les progrès ont permis quand même d'arranger les choses et d'améliorer
le pronostic. Et puis, là, ça on l'a dit de manière assez progressive durant ce cours, mais sachez que les principales causes de mortalité dans un lupus, ce n'est pas le lupus lui-même en premier rang, c'est les infections d'abord. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on doit chercher les infections. Et puis la néphropathie. Troisième rang, c'est le neurolupus et bien entendu les complications vasculaires, notamment athéromateuses. On arrive au traitement pour dire que mon malade, il a un lupus, il va faire une poussée, donc mon objectif c'est qu'il refroidisse sa poussée et puis dans un second temps qu'il ne refasse pas une autre poussée. Donc calmer le feu et faire en sorte que ce feu ne se redéclenche pas dans un second temps. Voilà, donc à court terme, le traitement des poussées, à long terme, diminuer les récidives. Et bien entendu, si on essaye d'être vraiment très très pratique, il y a des choses systématiques qu'on va faire chez les patients, il y a des choses qu'on va faire au cas par cas. Alors ce qui est systématique, c'est que tout patiente lupique doit se reposer au moment des poussées, doit avoir une contraception efficace, mais en même temps pas oestrogénique pour ne pas tomber dans une poussée suite à la prise de contraceptifs oestrogéniques. Donc on utilise généralement les méthodes physiques, mais aussi les microprogestatifs. Prise en charge des facteurs cardiovasculaires, maintenant vous avez compris pourquoi. Éviction d'exposition solaire, également vous avez compris pourquoi. Et puis vaccination, vous avez également compris pourquoi, parce que les malades sont prédisposés à faire des infections, donc il faut les vacciner contre les choses qui sont évitables. Un patient systématique ou un traitement systématique chez tout patient qui a une maladie lupique, c'est les antipaludéens de synthèse, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Tout patient lupique, sauf contre-indication absolue, doit avoir ce médicament, l'hydroxychloroquine, notamment avec une surveillance oculaire stricte et régulière, notamment dans le sens de la maculopathie. Donc en pratique, on fait un examen au début du traitement, le champ visuel, la vision des couleurs, l'électrorétinogramme, et puis on refait cet examen, ces différents examens chaque année par la suite. Pierre angulaire du traitement de la maladie lupique, c'est les glucocorticoïdes, c'est le médicament, c'est la famille de médicaments qui nous permet d'arrêter de refroidir les poussées, donc essentiellement prednisone, méthylprednisolone, généralement en bolus. Le message ici, c'est que pour les poussées légères bénignes, on va faire les corticoïdes Péros et à petite dose. Pour les poussées sévères, on va faire d'abord la voie injectable sous forme de ce qu'on appelle bolus de méthylprednisolone, 15 mg par kg par jour pendant 3 jours, puis un relais par voie orale, sans oublier bien sûr que dans une corticothérapie au long cours, il faut des mesures adjuvantes obligatoires pour éviter ou diminuer le risque d'effets secondaires de la corticothérapie au long cours. Donc le but c'est de refroidir la poussée, le but c'est d'éliminer ou d'éviter les récidives, et pour éviter les récidives, on va devoir utiliser des immunosuppresseurs dans 3 buts comme j'ai dit. D'abord éviter les rechutes, faire l'épargne cortisonique parce on ne peut pas tolérer qu'un patient prenne des corticoïdes au long cours comme ça, avec tous les effets qui sont finalement inévitables et parfois graves. Et puis parfois on est obligé de donner des corticoïdes d'emblée dans des atteintes graves et récidivantes. Vous l'avez imaginé, les atteintes les plus graves sont l'atteinte rénale et l'atteinte neurologique. Principaux immunosuppresseurs, cyclophosphamide, mycophénolate mofétyle, l'azatioprine, et puis aussi d'autres traitements innovants, rituximab qui est utilisé généralement dans les lymphomes, mais qu'on utilise parfois dans la maladie lupique, même si ça n'a pas l'AMM dans cette indication. Je passe rapidement sur les autres traitements. Un patient, on peut avoir besoin chez lui de donner des AINS, de donner des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antalgiques, comme on peut donner des traitements locaux pour des manifestations locales, cutanées ou articulaires. Alors en pratique, vous avez devant vous la cascade et on remarque que les APS, donc les antipaludéens de synthèse, sont une famille de médicaments qui est systématique chez tous les patients, et puis associé à ça, on va rajouter les corticoïdes à faible dose ou à forte dose en fonction de la gravité de l'atteinte, et puis les immunosuppresseurs qu'on va rajouter finalement d'emblée dans l'atteinte rénale, d'emblée dans l'atteinte neurologique et dans les autres atteintes très très sévères au départ. Si ce n'est pas le cas, eh bien on va réserver les immunosuppresseurs au cas de dépendance aux corticoïdes, c'est-à-dire que la maladie qui se réveille à chaque fois qu'on dégraisse les doses,
Et puis, les cas de corticorésistance, donc une résistance au traitement corticoïde ou de cortico-intolérance, c'est-à-dire que le patient ne tolère plus des doses importantes de corticoïdes et donc c'est là où on va devoir faire l'épargne cortisonique. Retenez que les deux principales atteintes qui vont indiquer les immunosuppresseurs d'emblée sont l'atteinte rénale et l'atteinte neurologique. Et on termine par cet arbre décisionnel qui nous dit que voilà, il faut d'abord faire le bilan des différentes atteintes, d'abord pour bien s'orienter vers la maladie lupique. Une fois on s'est orienté, on va devoir compléter le diagnostic et être conforté dans notre diagnostic en faisant le bilan inflammatoire et le bilan d'auto-immunité. On va essayer de voir, de vérifier si on est bien dans les critères de classification. On va faire les bilans de complications. Il faut avoir toujours la hantise des complications cardiovasculaires, la hantise de l'infection, la hantise des néoplasies. Et puis, suite à ça, suite à ce regard panoramique, eh bien, on va démarrer un traitement. Et ce traitement comporte des choses qui sont évidentes, systématiques, à savoir le traitement des complications, les mesures générales, la contraception, la maîtrise des facteurs de risque cardiovasculaire, l'éviction solaire, donc la casquette, le foulard, l'écran solaire, tout ce qui vous passe par la tête qui peut ou de nature à protéger le malade, la vaccination, les antipaludiens de synthèse sauf contre-indication. Tout patient lupique doit avoir les antipaludiens de synthèse dans son ordonnance, sur son ordonnance de traitement. Et puis bien sûr, corticoïdes, immunosuppresseurs à la dose, à la durée, aux modalités qui sont en fonction bien sûr de chaque patient et de chaque atteinte. Voilà, je vous remercie.